Madame, messieurs, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24 dans cette édition spéciale où on parle de la forêt, précisément celle du bassin du Congo, enjeu de l'affaiblissement du puits de carbone des forêts tropicales. C'est le thème de cette édition spéciale. Je reçois le professeur Lee White, ministre des Eaux et Forêts au niveau du Gabon. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Bonsoir, merci. Vous n'êtes pas seul. Juste à ma droite, on a madame, la seule femme d'ailleurs, Natacha Bengonsi, chercheur et co-auteur de l'étude qui a été réalisée. Bienvenue également sur ce plateau. Merci, bonsoir. Et juste à côté de vous, on a monsieur Tanguy Gaouma Bekale, secrétaire permanent du Conseil national climat au Gabon. Bienvenue monsieur sur ce plateau. Bonsoir, merci. Alors d'entrée de jeu, madame, messieurs, peut-être commencer par nous dire que révèle l'étude menée par le Musée royal de l'Afrique centrale et l'Université de Leeds. Madame, puisque vous êtes la seule femme, à vous l'honneur. Merci. Je pense que de façon globale, cette étude révèle que les forêts tropicales humides intactes, que nous avons connues comme des puits de carbone, donc, qui participent justement à ralentir le réchauffement climatique au niveau mondial, eh bien, il se trouverait que ces forêts tropicales puissent à long terme devenir plus des puits de carbone, comme on le connaissait, mais plutôt des sources. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, si nous ne prenons pas peut-être des mesures environnementales adéquates, il va se trouver que nos forêts tropicales ne pourront plus capter le carbone, mais plutôt émettre le carbone. Alors on reviendra avec plus de détails sur ce que signifient exactement ces termes. Monsieur le ministre, peut-être pour faire comprendre aux téléspectateurs qui nous regardent que représente la forêt, le massif du bassin du Congo, qui est quand même le deuxième poumon vert de la planète. Pour la planète, que représente-t-il? Le bassin du Congo, c'est une vaste forêt. C'est une forêt avec beaucoup de biodiversité qui fournit énormément de services écosystémiques, ce que disent les spécialistes. Un bon exemple, c'est que la forêt du bassin du Congo crée la pluie en Éthiopie. Donc c'est la canopée des arbres avec tout l'eau qui sort de la forêt. Après, avec les courants d'air, ça fait la pluie en Éthiopie. Donc il y a tous ces services que la forêt nous rend. Un de ces services, c'est de stocker du carbone. Si on imagine le bois, la moitié d'un morceau de bois, c'est du carbone. Donc les arbres, en faisant la photosynthèse, c'est comme s'ils mangent le CO2. Ils absorbent le CO2 dans leurs feuilles, ils produisent de l'oxygène et ils stockent le carbone dans le bois. D'accord. Donc, le bassin de Congo, c'est aussi un énorme stock de carbone, comme une banque. Donc, si on garde ce carbone à l'intérieur des arbres, tout va bien. Si on commence à couper la forêt, à brûler la forêt, ce carbone va partir dans l'atmosphère. Et cette forêt du bassin de Congo absorbe chaque année. Donc, on a le stock qui est là, mais on absorbe également chaque année encore de CO2. Donc la quantité de bois est en train d'accumuler. Et ça fait que cette forêt joue un rôle de réduire les impacts de toute la pollution des pays développés sur l'atmosphère. Donc ça joue un rôle de réduire l'impact des changements climatiques. Mais alors l'étude à laquelle je faisais allusion à l'entame de mes propos révèle que le puits de carbone, comme le disait Madame Bengonsi, des forêts tropicales s'affaiblit rapidement. Qu'est-ce que cela signifie, Monsieur Gaouma? Est-ce que l'on est en droit de s'inquiéter aujourd'hui au niveau du bassin du Congo? Alors, s'inquiéter, pour nous, peut-être pas, mais pour les autres, je pense qu'il faut s'inquiéter parce que la situation mondiale est alarmante. On a deux principaux puits de carbone dans le monde. On a les océans qui absorbent environ 50%, qui produisent 50% de l'oxygène quasiment du monde. Et on a les forêts qui absorbent, on va dire, 1/3 à 1/5 des émissions de gaz à effet de serre du monde. Ces deux puits de carbone sont en même temps en train de s'affaiblir.
Donc les océans ne jouent plus leur rôle à cause de la hausse de la température, donc il y a l'acidité qui augmente, il y a aussi la pollution due au plastique, etc., en tout cas à cause de l'activité humaine. Et on a en même temps, en parallèle, les forêts qui, cette étude vient de le prouver, qui réussissent de moins en moins à absorber les impacts de l'activité industrielle que l'homme est en train de causer sur la planète. Donc en même temps, on a nos 2 puits de carbone naturel qui sont en train de faiblir, et d'autres études scientifiques nous montrent que les années 2016, 2017 et 2018 ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète, depuis 1890. Donc ce qui veut dire quoi? Qu'on faiblit notre capacité à absorber le carbone, et que la température, parce que la température augmente, mais en même temps la température continue à augmenter. Donc même s'il est vrai que les pays, nous les pays du bassin du Congo, pays forestiers en plus qui avons la mer, seront plus ou moins stables en matière de hausse de température, en matière d'effets extrêmes des changements climatiques, il faut quand même constater que pour la planète, cette nouvelle est très grave parce qu'aucun système qu'on puisse créer ne pourra remplacer ces écosystèmes naturels. Il faut donc agir, on le verra d'ici la fin de cette émission. Mais déjà, comment, Madame Begonzi, vous qui avez été sur le terrain, comment les chercheurs ont-ils donc mesuré l'évolution de ces stocks de carbone-là? Oui, il faut dire que si on veut comprendre un peu la relation qui existe entre les forêts tropicales et le cycle de carbone, il faut vraiment conduire ou avoir des mesures qui soient assez fiables, répétées, sur un ensemble de composantes clés qui constituent donc un écosystème, pour le cas des écosystèmes forestiers. Et donc là, c'est des mesures qui peuvent concerner la biomasse aérienne ou la biomasse souterraine. Et donc c'est ce que nous avons un peu fait sur le terrain. C'est vraiment d'aller récolter cet ensemble de données dans toutes les composantes de cet écosystème. Et il faut le dire, c'était la collecte de cet ensemble de données récoltées sur le terrain répondait vraiment à un protocole méthodologique assez robuste qui était appliqué dans toutes les parcelles que nous avons mis en place, et ça partait donc de toutes les données concernant les diamètres des arbres, le recensement également des lianes, les mesures de la respiration de ces arbres, les mesures concernant la croissance des racines, tout un ensemble de mesures qui ont bien contribué à cette publication que vous aviez évoquée tout à l'heure. Alors au niveau de l'État, au niveau étatique, comment le Gabon a-t-il contribué à la réalisation de cette étude? Le Gabon finance depuis 35 ans la station d'études des gorilles et des chimpanzés dans la Lopé. C'est un exemple unique d'un pays tropical qui suit depuis 35 ans toutes les modifications de l'écosystème. Donc on a des données sur le climat, on a les données sur la santé et la croissance des arbres, on a les données sur des animaux. Donc c'est le Gabon qui a financé ça. On a travaillé en partenariat avec des universités et des instituts de recherche au Gabon. Et ce site devient la meilleure référence sur tous les tropiques des impacts des changements climatiques et le comportement des forêts. Donc, quand Natacha va sur le terrain et elle mesure le diamètre des arbres, c'est un peu comme un pédiatre qui va mesurer la taille de votre enfant. D'accord. Chaque fois que vous allez voir le médecin, on va mesurer est-ce que la croissance est normale. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'elle et les autres collègues ont fait pendant 30 ans. Et on constate, sur les 30 ans, que le taux de croissance est en train de diminuer. Donc, le pédiatre de la forêt, si vous voulez, commence à s'inquiéter. Et c'est ce qu'on dit dans ce papier. Mais sans l'investissement du Gabon, dans cette étude, on n'aurait pas pu faire l'étude parce qu'il fallait des données sur une trentaine d'années pour pouvoir faire ce diagnostic. On parle de 30 ans, de 300 000 arbres recensés ou du moins étudiés. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, propre au bassin du Congo, ou on l'a déjà vécu ailleurs sur la planète, et comment, quelles ont été les causes de ce phénomène ailleurs s'il a existé? Madame Begonzi. Je pense ne pas très bien saisir professeur, la question. Si vous avez... C'est nouveau. Mm-hmm. C'est au monde entier.
les plantes, les écosystèmes réagissent aujourd'hui à ces changements climatiques. Donc, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, donc plus à manger pour les plantes. Mais en même temps, il fait plus chaud et on voit de plus en plus de sécheresses qui sont de plus en plus graves. Oui. Donc, que c'est dans l'Europe ou au nord de l'Europe, vous voyez beaucoup plus de maladies dans les arbres. Au sud de l'Europe, comme en Australie, les feux de forêt. Même dans l'Amazone, on voit la forêt tropicale en train de brûler en train à de cause brûler. de ces sécheresses. Donc tout ça, c'est une accumulation liée aux concentrations de CO2 dans l'atmosphère, donc liée au changement climatique. Et ce qu'on a peur maintenant avec cette publication, et ce n'est pas n'importe quelle publication. Le journal Nature, c'est le premier journal scientifique du monde. Oui, oui. Et cette publication est sur la couverture. Donc, c'est un peu comme gagner, pour un acteur, gagner un Oscar à Hollywood. Ce qu'on constate, c'est que c'est comme si on est sur le point de non-retour. On a peur, les scientifiques, ils ont peur. Alors les que scientifiques ont peur, les populations davantage. Si on dépasse un certain seuil, là, ça va être très difficile, même avec toute la volonté du monde, de prendre des actions pour diminuer les changements climatiques. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Et c'est M. Tanguy Gaouma, qui est le président du groupe africain des négociateurs, qui doit sauver la planète. Et puisqu'on parle d'action, j'allais me tourner vers vous, M. Tanguy Gaouma. Comment remédier à ce phénomène, ou du moins, comment éviter la catastrophe, déjà pour le bassin du Congo et pour la planète en général? Alors, c'est une question très complexe pour laquelle je ne pense pas avoir des réponses. Nous avons bien sûr des pistes que tout le monde connaît. Les pistes sont un peu celles empruntées par le Gabon en ce moment. Le Gabon a mis en place des politiques publiques de préservation des forêts. Beaucoup de gens se sont toujours demandé pourquoi le président Ali Bongo Ondimba met autant d'efforts dans la préservation des forêts. Pourquoi créer des parcs naturels? Pourquoi demander que les forêts soient certifiées FSC? Pourquoi mettre en place un plan national d'affectation des terres? Beaucoup de gens se sont posé la question, et aujourd'hui, on revient à se demander, est-ce qu'il n'a pas été visionnaire? Parce que c'est grâce à toutes ces politiques de préservation des forêts qu'on peut aujourd'hui s'assurer un tant soit peu que, comme c'est le cas aujourd'hui, que les forêts du bassin du Congo, dont les forêts du Gabon, puissent ralentir moins le phénomène qui est en train de se produire de façon généralisée partout. Le professeur White l'a dit, l'Australie a connu l'année dernière le plus important feu de forêt qu'elle n'a jamais connu. Oui. En même temps, l'Amazonie a connu un des plus importants feux de forêt qu'ils n'ont jamais connu. Le monde commence à se demander pourquoi toutes ces forêts brûlent. Tout le monde a commencé à regarder pourquoi ces forêts brûlent. Beaucoup d'actions sont entreprises au niveau international pour, pourquoi pas, regarder comment mettre sous cloche ce qu'on a toujours craint, mettre sous cloche les forêts et leur donner un statut international. Beaucoup d'initiatives sont en train de se faire. Beaucoup de réflexions sont autour des forêts pour qu'on ait des politiques responsables. Donc, je pense qu'une des solutions comme celle que pratique le Gabon est de mettre en place des politiques publiques adaptées. Et deux, c'est ce qu'a fait également remarquer le professeur White, c'est le problème de l'Afrique et de la technologie. C'est-à-dire, nous sommes encore le dernier continent en matière de transfert de technologie et d'expertise. Donc, on a très peu d'expertise. On a, par exemple, au Gabon, on n'a qu'un seul endroit où on a été capable de collecter de la donnée pendant 35 ans. Alors que pour analyser le changement climatique, on sait qu'il faut absolument remonter en arrière. On ne peut pas, parce qu'il a plu beaucoup, plus aujourd'hui plutôt que mardi, dire qu'il y a un changement climatique. Ou par rapport à l'année dernière, c'est sur des longues séries qu'on analyse les différences. Et on n'est capable de le faire que sur un site au Gabon. Et c'est la faiblesse de l'Afrique. Notre faiblesse est également technique. On doit être capable, au fur et à mesure, d'investir davantage dans la recherche. Donc ça fait partie des solutions, je pense, qui peuvent être applicables dans d'autres régions. Alors on le voit et il est incontesté, le leadership du Gabon et du président Ali Bongo Ondimba, mais on a l'impression que les autres pays du continent n'ont pas toujours suivi depuis la COP 21. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de méthode? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une mesure peut-être coercitive en ce qui concerne le fait de sauver la planète, Monsieur Gaouma? J'espérais que la question soit posée au ministre. Non, je ne pense pas qu'il faut une action coercitive parce que les populations sont souveraines de leur territoire.
Par contre, encore une fois, pour parler du président Ali Bongo, l'année dernière, nous avons mené une action diplomatique forte à travers le sommet convoqué par le secrétaire général des Nations Unies sur le climat. Le président a saisi tous les autres chefs d'État de la CEAC pour solliciter que nous fassions une contribution commune, une contribution unique en vue de préserver les forêts du bassin du Congo. Qu'on puisse les considérer comme un capital naturel, comme en fait que l'engagement de nos pays à les préserver soit considéré pour les autres pays comme une action. Parce que beaucoup ont l'impression qu'en fait, c'est juste qu'ils ont les forêts et puis c'est pas grâce à eux que les forêts là sont là, donc il n'y a pas, pour caricaturer, à leur donner de l'argent, à les soutenir, c'est juste des forêts qui sont là et voilà. Et en fait, on se rend compte que ces forêts sont là encore et rendent les services écosystémiques que nous connaissons et que nous reconnaissons aujourd'hui grâce à l'étude publiée dans le journal Nature. Ces services sont encore là parce que les populations ont aidé à préserver ces forêts. Parce que nous avions des populations pygmées, des populations bantoues qui ont utilisé la forêt non pas comme un espace uniquement pour faire de l'agriculture en masse, mais une petite agriculture vivrière pour se nourrir soi-même, pour nourrir sa famille, qui ont utilisé la forêt avec respect, avec des savoirs sacrés, des connaissances culturelles, avec un peuple qui s'est nourri de cueillette et de chasse, parce que nous avons fait tout ça pendant des centaines d'années, que cette forêt, elle est comme ça aujourd'hui. Et parce que nos politiciens mettent en place des politiques publiques, que c'est comme ça aujourd'hui. Donc il y a aussi, peut-être pas nécessité d'avoir une action coercitive, mais c'est vrai de créer un momentum, de créer une espèce de reconnaissance mondiale autour de cette forêt du bassin du Congo, dire qu'elle était bien gérée, et avoir l'accompagnement idoine. Alors, professeur, est-ce qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter aussi par rapport à l'exploitation accrue des forêts au niveau du bassin du Congo, peut-être pas au Gabon, mais dans d'autres pays, ou même de l'agriculture qui se voudrait aujourd'hui industrialiser? Comment concilier aujourd'hui développement et gestion durable des forêts? Pour moi, on ne peut pas mettre tous nos forêts dans des aires protégées. On ne va pas exploiter tous nos forêts avec l'écotourisme. Il faut que la forêt travaille pour le Gabon et à travers une bonne gestion de la forêt, on trouve un moyen de préserver la forêt. Donc au niveau du ministère des Eaux et Forêts, on essaie de rendre le bois de plus en plus valable, de plus en plus précieux pour qu'on prenne soin. Quand on coupe du bois, on va aller vers une troisième transformation parce qu'on sait qu'on peut gagner 20 fois plus de l'argent avec la troisième transformation. Et donc, on peut exploiter moins, on peut avoir des impacts écologiques sur la forêt moins graves, mais on peut quand même trouver de l'argent et donner des emplois et de l'argent aux Gabonais. Mais quand on regarde ailleurs dans le bassin, c'est assez inquiétant ce qui se passe en RDC. On voit que là-bas, le taux de déforestation est en train d'augmenter. Donc, ils sont presque à 2% par an. Donc, ça veut dire que si ça continue, en 50 ans, il n'y a plus de forêt en RDC. S'il n'y a plus de forêt en RDC, et je pense que c'est très important qu'on explique aux gens les implications de ces choses. Il faut qu'on explique les implications à la communauté internationale, à la communauté africaine, pour qu'on commence à travailler ensemble pour trouver des solutions. Parce que si on perd la forêt de la RDC, on perd la pluie en Éthiopie. Si on perd la pluie en Éthiopie, on perd 3/4 du Nil. Ça veut dire que l'agriculture en Égypte va plus marcher. Être florissant comme on et l'a vous connu avez, aujourd'hui. à ce moment-là, 100 millions des Éthiopiennes qui cherchent, qui sont obligés de se déplacer. Ils deviennent des réfugiés climatiques qui vont venir vers le bassin du Congo et couper encore des arbres. Et vous avez 100 millions des Égyptiens qui vont partir vers l'Europe parce qu'ils n'ont plus assez de l'eau pour cultiver leur terre pour manger. Et là, on voit que le bassin du Congo et l'Éthiopie et l'Égypte, on est liés. Et si on ne peut pas fédérer l'Afrique avec cette histoire, et même l'Europe, parce que l'Europe va voir que s'il y a pas les milliers, mais les centaines de millions d'Africains qui débarquent en Italie, tout le monde a un problème. Et c'est vers ça qu'on va aller avec les changements climatiques. Mais alors, vous l'expliquez tellement bien, mais on a l'impression que depuis la COP 21, là on parle déjà de la COP 26, qui va se tenir au Royaume-Uni, presque rien ne s'est fait. Les grandes décisions n'ont pas été prises, ou du moins les attentes ont été énormes, mais malheureusement, toujours ces grands mets sont toujours
coucher de souris. Pourquoi, professeur, on en est encore là après le grand rendez-vous de Paris? C'est parce que quand on regarde les engagements pris par des pays, le Gabon a des engagements parmi les plus ambitieux du monde. Ça veut dire que les autres pays du monde ne suivent pas. Mais comment permettre à ces pays de suivre? Il faut expliquer, certainement, mais encore, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour sauver la planète? Il faut expliquer, il faut fédérer, il faut montrer ces liens. Il y a 5 ans, personne ne pensait que le bassin de Congo et ce qui se passe ici va avoir un impact sur l'Éthiopie, va avoir un impact sur l'Égypte. Aujourd'hui, on commence avec la science de savoir. Donc, on doit continuer à mieux comprendre cette étude. 30 ans de vie des chercheurs qui suivent ces choses. C'est beaucoup, mais maintenant, ça nous donne une information très importante qu'on peut peut-être utiliser pour mobiliser la planète. Est-ce que cette information, M. Gaouma, vous en avez tenu compte lors de votre réunion avec les négociateurs africains? Nous ne l'avions pas encore, puisque c'est une information qui était restée assez privilégiée en attendant la publication officielle. Mais depuis, je pense, 10 ans, au moins, sinon 15 ans, les négociations internationales ont compris le rôle important des forêts. Ont compris le rôle important des forêts. Il y a un processus qui s'appelle REDD+, qui permet justement, c'est un mécanisme de compensation justement pour la préservation des forêts, qui est assez complexe. Mais je pense que le professeur Lee l'a souligné, le plus difficile aujourd'hui, c'est de passer aux engagements. Au niveau technique, tout existe. Au niveau juridique, dans l'accord de Paris, que vous avez souligné également, il existe une provision à l'intérieur qui dit, l'article 5, qui parle du rôle fondamental des forêts et qui demande la préservation de ces forêts-là. Donc on a l'outil juridique, on a les éléments techniques, mais ce qui manque aujourd'hui, et c'est ce qui a failli à la COP25, c'est concrètement les actions. Maintenant qu'on sait que ça existe, si le Gabon met en place une politique REDD+, en cohérence avec ses politiques nationales, comment ces politiques sont supportées? Aujourd'hui, on a un premier partenariat avec la Norvège qui est, on va dire, le premier partenaire qui nous accompagne là-dedans. Mais ce partenariat reste volontaire, reste une coopération bilatérale entre 2 pays. Ce qu'il faudrait dans les négociations internationales, c'est que ce ne soit pas de la volonté de l'un ou de l'autre de le faire, qu'on trouve un cadre et qu'on ait des actions concrètes pour protéger ces patrimoines mondiaux que sont la forêt ou encore les océans dont je parlais. Donc, les éléments existent, c'est l'heure maintenant de la concrétisation. Les négociations sont quasiment en train de finir. On sait ce qu'il faut faire sur chaque élément. Maintenant, il faut les moyens d'implémenter ce qu'on a décidé de faire ensemble. Madame Natacha Bengon, si on ne vous a pas beaucoup entendu, vous m'excuserez, mais comment, peut-être pour terminer, on fera le tour de table, comment éviter que les 2 déserts qui encadrent la forêt du bassin du Congo se rencontrent un jour? Comment préserver cet espace naturel? Comment préserver les forêts du bassin du Congo? Comment davantage les préserver, même si on sait qu'elles sont préservées aujourd'hui? Je pense à 2 choses. Je pense qu'il faut continuer à toujours entreprendre ces activités de recherche parce qu'il est important de suivre un peu l'évolution de ce climat. Et l'autre chose, c'est comme disait monsieur le conseiller spécial tout à l'heure, c'est vraiment engager la communauté internationale et mettre en œuvre donc un ensemble de politiques environnementales qui puissent essayer de stabiliser un peu le climat pour que demain nos forêts, je ne sais pas si la tendance pourra être inversée, mais au moins qu'on essaie de stabiliser le climat pour qu'elle continue à jouer un peu ce rôle de puits de carbone. Professeur, est-ce qu'il y a eu de craindre que le bassin du Congo puisse disparaître un jour, ou du moins puisse émettre le CO2 et faire disparaître toute la biodiversité qu'on lui connaît? C'est un risque. C'est déjà arrivé en Afrique de l'Ouest. Il n'y a presque plus de forêt. Donc, aller en Côte d'Ivoire, 3% de couverture de forêt. Donc, il y a un risque. Si on ne fait pas quelque chose, on constate que la forêt devient malade, que la croissance réduit,
que de plus en plus des arbres morts. Moi, quand je marche à la Lopé, je vois les arbres que j'ai connus depuis que je suis là, depuis 30 ans, mais qui sont morts debout. C'est comme les amis qui sont partis. Et ça s'accélère. Donc, si M. Gahouma, avec ses négociateurs, s'ils n'arrivent pas à Londres, au COP26, de trouver ces accords, si on laisse continuer ce phénomène, effectivement, et cette étude le montre, effectivement, il y a un risque que la forêt, même si on ne coupe pas, que la forêt va mourir. Il y a donc de grands enjeux pour cette 26e conférence des partis sur le climat, surtout l'enjeu de l'action, l'a signifié M. Gahouma. Merci à vous, professeur Lee White, ministre des Eaux et Forêts au niveau du Gabon. Merci à vous, Madame Natacha Bongonsi, chercheur et co-auteur de cette étude qui a été publiée par le magazine Nature. Merci à vous, M. Tanguy Gahouma. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire permanent du Conseil national climat. merci à vous tous d'avoir permis ces éclaircissements pour nos chers téléspectateurs, à qui je dis également merci et à très vite sur Gabon 24.